Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent, de m'accorder un petit peu de temps. Je vais vous parler durant cette session essentiellement d'histoire et de ce que l'histoire peut nous apporter et comment nous pouvons l'utiliser dans notre quotidien, dans nos activités, dans notre quotidien professionnel, j'entends. Et, et merci du coup à Agilion de m'avoir invité à faire cette présentation. Ça me permet aussi de rappeler toute l'importance, je trouve, que l'on peut donner. Alors, on parle beaucoup de communautés agiles, les événements agiles et comment dire, le lieu, le moment de rencontre qu'ils proposent, c'est vraiment quelque chose d'important et qui permet vraiment à cette communauté de grandir ensemble, de partager des expériences, de partager des idées. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien de retrouver cette sensation-là, même si on est un petit peu à distance aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, je me familiarise aussi un petit peu avec l'outil Zoom. Donc, je me présente rapidement. Je suis Julien Fallet. Je travaille essentiellement dans le monde des méthodes agiles, dans de l'accompagnement de la formation. Et un des grands axes sur lesquels je travaille actuellement, c'est comment arriver à faire travailler de manière alignée, comment travailler sur l'alignement entre les équipes qui produisent des solutions, les managers qui apportent de la coordination à toutes ces équipes, et puis une direction qui donne un cap et une direction justement à une entreprise, à une organisation. Donc c'est pour l'essentiel de mon travail, on se situe à ce niveau-là. Alors, j'avais prévu un petit temps d'échange entre équipes, donc ça, on peut le passer, mais l'idée, c'était aussi de ramener quelques éléments essentiels. Qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est un mot qu'on retrouve à toutes les sauces. Et d'en ressortir quelques ingrédients essentiels. Et pendant que je les énumère, moi, de mon côté, vous pouvez aussi partager dans le chat ceux qui vous viennent. Mais quand j'entends agilité, ce que je vois derrière, moi, c'est des méthodes, des outils, des personnes, des interactions dans le monde de la technique, de la technologie, bien souvent dans un contexte qui est, lui, plutôt incertain, qui peut être changeant, qui peut être flou. Et donc, on va adresser de la complexité. Donc, c'est comment aider les équipes, les groupes à travailler ensemble, à apprendre pour sécuriser et arriver à avancer dans un domaine, dans un contexte de complexité. Je parle d'équipes. C'est des groupes qui sont assez réduits, 6 à 8 personnes. On va privilégier des personnes qui vont avancer ensemble. Il y a cette notion d'avancer ensemble. Et dans le but de produire, dans un temps qui est relativement court, 3-4 mois, un incrément produit, un nouveau service, apporter de la valeur, avoir un impact vis-à-vis des problématiques que rencontrent les utilisateurs ou les clients de l'entreprise. Et puis, une dernière chose que je trouve importante, c'est je parlais de 6 à 8 personnes qui sont un petit peu différentes, qui travaillent, qui avancent ensemble de manière assez plate. C'est aussi que ça vient adresser plusieurs pans, plusieurs domaines en même temps. Donc, il y a le côté produit, bien entendu. Il y a aussi le côté organisation, comment on travaille ensemble, comment on s'intègre vis-à-vis du reste. Et puis, toute la partie technique, solution, qu'est-ce qu'on met en place comme solution pour répondre à un besoin à l'aide des outils technologiques. Voilà pour replacer rapidement le contexte de l'agilité et les ingrédients qui sont importants. Alors, on va en arriver à l'erreur d'Aristote. Alors, c'est un peu fort comme terme. Ce n'est pas une erreur qui lui est qui lui est propre exactement. Mais en tout cas, et c'est en lien, c'est pour ça que c'est ce qui m'a attiré dans le fait de proposer à Agilion cette proposition. C'est le thème de la transmutation. Et la transmutation, elle vient de quoi? Elle vient de l'idée de l'alchimie. C'est-à-dire qu'à une époque qui remonte à assez loin, hein, on est 500 avant Jésus-Christ, on a deux théories qui vont s'affronter finalement, enfin s'affronter cordialement, bien entendu. En tout cas, on a deux propositions pour répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'on ait des matières différentes, avec différentes sensations, avec différentes propriétés? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est à l'origine justement de ces différentes sensations et propriétés? Alors, d'un côté, on a une théorie
qui va être lié au grain de sable, finalement. La représentation, c'est, voilà, en regardant les grains de sable, on se rend compte que peut-être que la matière, elle est composée de plus petits éléments, des atomoses qui seraient des particules d'être et qui font qu'en fonction des changements d'arrangement qu'on peut avoir dans ces différentes particules, on va avoir de la matière qui va être différente. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est posée par Leucippe et Démocrite. Et puis, il y a une deuxième hypothèse qui est celle de l'alchimie et qui est défendue, elle, par Aristote, avec des éléments primordiaux, l'air, l'eau, la terre, le feu, enfin, vous connaissez ces éléments-là. Et en fait, on est à une époque où on est dans l'incapacité de voir, on a l'incapacité de tester, d'éprouver ces éléments. Donc, ce n'est pas sur une expérience ou sur un savoir, sur la science, comme le rappelait tout à l'heure l'intervenant dans la keynote, que cela va se jouer. Mais au contraire, finalement, c'est sur quelle est la notoriété des personnes qui vont porter l'idée, qui vont défendre les hypothèses. Alors, quand on a dans son camp Aristote, qui a posé à peu près toutes les bases de la rhétorique. Donc la rhétorique, c'est l'art de l'éloquence, ça, c'est comment avoir un discours qui va avoir une action, et la plus forte action possible sur les esprits. Donc c'est trouver les arguments, choisir les mots, dans quel ordre on va les positionner, quel gestuel, comment je fais pour passer ces éléments. Et toutes ces armes-là, elles sont justement au service, on les met au service d'un discours, d'une idée qu'on souhaite défendre. Sauf que, évidemment, l'éloquence, ça peut s'utiliser de toutes les façons possibles. Et si vous regardez les concours d'éloquence, bien souvent, le thème, il est imposé, et le parti aussi. Donc, vous pouvez très bien utiliser les mêmes armes pour défendre d'un côté le pour et de l'autre côté le contre. Et c'est même tout l'objet. On ne va pas vous juger sur les arguments ou ce que vous allez employer, sur la position que vous portez, mais bien sur la façon dont vous utilisez ces éléments-là. Donc, l'importance d'avoir en tête que finalement, le discours, la qualité de l'intervenant, la qualité du discours, la construction, la répétition du même discours ne fait pas d'une idée fausse, d'un bobard, quelque chose qui va être une idée qui est vraie derrière. Donc, comme je disais, on est en moins 500 et on se retrouve finalement au moment où on va faire un peu la vérité sur l'histoire des atomes d'un côté et puis l'alchimie de l'autre. Quelle est la vérité? Quels sont les éléments? Et là, il a fallu attendre 2000 ans. Et Joseph Dalton, en 1808, il y a une communauté de chimistes qui commence à quand même à vraiment se poser des questions sur les arrangements, sur les transformations. Et il y a une conscience collective qui émerge et qui commence à pouvoir accepter l'idée que on s'est peut-être trompé et qu'en faisant des expériences, on se rend compte effectivement qu'il y a une conservation de masse. C'est-à-dire que si je mélange 1 gramme d'hydrogène d'un côté avec 8 grammes d'oxygène de l'autre, ce que j'obtiens, c'est une combinaison, ça va être 9 grammes d'eau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui ne tient pas lieu de l'alchimie, mais qui fait qu'on se rend compte que cette conservation de masse, hein, vous souvenez peut-être de Lavoisier, rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme. Eh bien, c'est à cette origine-là qu'on va pouvoir derrière répéter différentes expériences et arriver petit à petit à ranger finalement l'idée de l'alchimie, à l'utiliser en d'autres façons. Hein. Toutes les histoires que vous connaissez, les pierres philosophales, la transmutation du plomb en or, etc., ça fait rêver. Sauf que ça a été rangé du jour au lendemain, enfin, avec les découvertes qu'on a faites, à une idée qui n'est pas juste. En même temps, il ne faut pas tout jeter de cette idée-là. C'est une idée qui s'est imposée. Ce n'est pas Aristote qui a dit c'est comme ça que ça va se passer. Hein. C'est la conscience collective qui a fait qu'on a accepté cette idée-là. Et elle a permis aussi de faire émerger pas mal de choses, alors, notamment l'idée du bain-marie. Le bain-marie, c'est 3e siècle. Et dans la métallurgie, on a beaucoup utilisé ça, la purification, la distillation, il y a des médicaments. Il y a beaucoup de choses qui viennent de cette théorie autour de l'alchimie. C'est une théorie qui était fausse, mais qui a quand même permis d'avancer et de faire des découvertes qui ne sont pas négligeables. Bon, alors tout ça, c'est bien gentil.
Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'idée de transformation, des organisations. Comment trouver un mode de fonctionnement? Alors moi, ce qui intéresse, enfin, ce qui m'anime finalement, c'est d'avoir découvert à un moment donné, dans le cadre d'un premier projet. Et je dis bien dans un premier projet parce que ma première rencontre avec l'agilité, ça a plutôt été une personne qui, comme aujourd'hui, venait me raconter un petit peu son histoire, la façon dont ça s'était passé. Alors, j'ai bien retenu son enthousiasme. C'était quelqu'un qui avait l'air complètement habité et convaincu de ce qu'il disait. Je me souviens aussi d'une histoire de poule et de cochon, euh, mais pas plus que ça. Et en fait, derrière, bah, je suis retourné à mes activités et rien n'avait changé en moi. Et vraiment, le moment, le virage où quelque chose s'est passé, c'est ce premier projet où voilà, bah, faut y aller, il faut mettre en œuvre, il faut essayer, il faut tester. Et ce qui était vraiment troublant, c'est que le démarrage du projet, on nous a dit on va vous former, mais on va vous former à quoi? On va vous former à la technologie, au code, à l'architecture du logiciel que vous allez développer. Par contre, à la façon dont vous allez fonctionner ensemble, là, rien du tout. Bon, j'ai eu la chance après d'être formé et c'était très intéressant, mais vraiment l'idée, la formation, c'était réservé à la technologie et pas à la façon dont on est fonctionne. Donc, cette première rencontre, elle m'a permis d'y trouver des réponses. Finalement, c'était un peu une épiphanie pour moi, de me dire, voilà, bon, j'ai trouvé un écosystème qui a l'air vivant, qui a l'air d'évoluer et qui permet de faire pas mal de choses. Et aussi de répondre à des questions quand on se retrouve parfois sur des projets à des moments difficiles qui peuvent amener de la douleur. Alors, ça peut être, tiens, on a vendu un projet, mais finalement, ce n'est pas du tout possible de le réaliser. Tiens, on a choisi cette technologie pour réaliser le projet, mais ce n'est pas du tout adapté et l'équipe, du coup, va porter ça comme un boulet pendant tout le projet, ou encore des moments où, tout simplement, on a une forte démotivation des personnes, les équipes sont usées et personne ne va plus avancer. Et du coup, ces moments-là, en fait, on va avoir principalement deux réflexes, en tout cas, c'est ceux que j'ai plutôt imaginés. Ça va être soit de chercher le responsable, soit du côté de l'entreprise. Voilà, l'entreprise, ça déconne, ça ne fait pas ce qu'il faut, etc. Alors, c'est une grosse généralisation, du coup, parce que l'entreprise, finalement, c'est une entité, mais finalement, qui peut être très, très multiple. Donc, c'est assez anonyme, finalement. Ou alors, au contraire, on va personnaliser. On va dire, tiens, c'est le commercial qui n'a pas fait son travail, c'est l'architecte qui n'a pas su nous écouter, etc. On va identifier un responsable, la personne qui aurait pris la mauvaise décision, qui nous a amené dans une grosse problématique. Et là, ce qu'il faut essayer de garder en tête, et là, je fais un petit clin d'œil à une coach, excusez-moi, je parle un peu, une coach professionnelle sur Rennes qui s'appelle Sylvie Lebaille et qui intervient très régulièrement dans notre événement à Rennes, à Gilto Rennes. Et elle vient régulièrement, elle répète toujours un petit peu le même sujet, c'est toujours un peu les mêmes choses, mais toujours en ajoutant des choses en plus. Donc, quand on la suit dans le temps, on a l'impression d'avancer aussi un petit peu avec elle dans ses réflexions et c'est assez intéressant. Et un premier message qui était passé, c'était l'homme est bon. C'est-à-dire que finalement, quelle que soit l'idée, quelle que soit la problématique, finalement, se dire c'est une personne personnalisée, il y a un problème là-dessus. Parce que finalement, dans un contexte, OK, l'homme, il a un comportement OK. Donc, il faut essayer de penser fondamentalement que l'homme est bon. Et puis, récemment, elle est revenue. Alors, moi, j'avais tendance toujours à passer sur l'entreprise, mais l'entreprise, au final, temporairement, ça peut amener de l'énergie parce que ça peut être mobilisateur de se dire, oui, tiens, effectivement, on n'est pas dans le bon contexte, mais par contre, on va y arriver. Ça peut créer de l'énergie et de la motivation, mais c'est quelque chose qui va n'être que très temporaire. Et là, récemment, donc elle revient et elle nous dit, eh bien, l'entreprise, il faut respecter ses fondamentaux. Il faut respecter son histoire. Si elle est là, c'est qu'elle a créé quelque chose avant, et ça, c'est tout à fait respectable. Et effectivement, comme le dit tout à l'heure Gilles Peuf, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour changer, pour être plus adapté à ce que l'on veut faire. Donc, c'est là qu'intervient notre modèle assez naturel. Et là, c'était une deuxième épiphanie pour moi dont je vais vous parler. C'est en 2013, j'ai eu la chance d'aller au Scrum Day à Paris. Donc,
Moi, je suis à Rennes, hein, je monte à Paris, je passe la journée, une journée incroyable avec une énorme communauté, hein, quand je disais l'importance des moments agiles pour pouvoir partager. Et la journée se termine avec une petite keynote de 20 minutes hyper punchy par Dominique Dempagne. Du coup, moi, j'achète son bouquin sur la revanche du rameur. Et vous pouvez retrouver aussi la vidéo sur Internet de ce court moment où il parle justement de tout l'intérêt de la hiérarchie. Pourquoi dans nos organisations, il y a autant de hiérarchie? Il y a deux raisons différentes, mais qui sont assez essentielles. La première, c'est que c'est hyper efficace. On n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour mobiliser, booster l'action de manière temporaire et créer quelque chose. Si vous regardez, observez toutes les créations dans le temps, il y a une hiérarchie derrière. Il y a vraiment ce côté-là qui est important. Donc, c'est un super booster d'action. Donc, ce n'est pas déconnant qu'il y en ait autant et qu'on retrouve ce modèle-là. Et puis, la deuxième raison qui fait qu'il y a cet élément-là, c'est qu'en nous, génétiquement, c'est inscrit. Il y a une force qui nous invite à mettre de la hiérarchie dans les systèmes. C'est comme ça, on ne peut pas lutter contre. Il y a ce besoin naturel et il y a cette force qui va nous intéresser. Après, ce qui vient ajouter aussi, c'est de nous dire que dans la hiérarchie, c'est source de boost d'action dans un premier temps, mais ça porte aussi les germes de sa propre autodestruction. Et c'est-à-dire qu'à force de grossir, de grandir, finalement, c'est une question de dimension du groupe. Ce qui va marcher pour 10, pour 50, pour 100, ça va aller. Et dès qu'on va dépasser 200 personnes, on va se retrouver avec des systèmes qui vont couper finalement ce booster d'action et qui va rendre complètement impossible aller contre l'action. Et ça, c'est tout côté qui va se mettre en place sur, voilà, plus on va être gros, plus on va avoir besoin d'administration, donc on va avoir des postes où on va se détacher du faire et on va être dans de l'administratif. Et petit à petit, le pouvoir administratif va prendre un pouvoir et dans le but légitime de vouloir faire que ça fonctionne le mieux possible, finalement, on va créer un système qui fonctionne, qui est de moins en moins efficient. Donc, il faut bien avoir ça en tête en se disant que la hiérarchie, ce n'est pas quelque chose contre lequel on va... c'est pas quelque chose de négatif en soi. Il faut juste prendre conscience qu'il y a ce mécanisme d'autodestruction à partir du moment où ça prend du volume et que du coup, c'est un peu ce que fait la communauté agile. Elle essaye d'apporter justement un équilibre pour qu'il y ait cette danse qui permette de toujours être efficace, d'avoir l'administration qui est nécessaire et suffisante. Et en même temps, cette capacité, on parle d'innovation de façon un peu légère, mais c'est vraiment dans cet équilibre-là dynamique qu'on va trouver quelque chose qui va fonctionner. Ce n'est pas dans le rejet de l'un pour l'autre, mais bien dans le fait d'avoir cette rencontre entre ce besoin hiérarchique et cette nécessité d'innovation à côté. La transmutation, pour revenir à ce thème-là, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui existe en fait. C'est dans le domaine du nucléaire. Et j'ai été frappé, là, je suis tombé, j'avais déjà les épisodes, mais je ne les avais jamais regardés. Et ils sont passés sur M6 récemment sur la catastrophe de Tchernobyl. Et on retrouve vraiment dans cette expérience-là, dans cet incident, de cette catastrophe, tout simplement, un certain nombre de choses qu'on retrouve finalement dans les entreprises à une toute autre échelle, bien entendu. Et les deux choses qui sont à l'origine finalement de cette catastrophe, c'est toute une culture du mensonge, alors pas pour le mensonge, bien sûr, mais l'idée de vouloir préserver une image par rapport au reste du monde. Et quelque chose qui commence très petit et qui va prendre des conséquences phénoménales à partir du moment où on commence à jouer avec des choses que l'on ne maîtrise pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a fallu cet exercice, cette catastrophe dans une centrale nucléaire pour arriver à démasquer quelque part cette imposture autour de tout cet amoncellement de mensonges, petits et grands, qui ont amené à cette catastrophe.
Et puis, il y a une deuxième chose qu'il y a derrière, donc cette culture du mensonge pour préserver une vérité établie, contre tout, contre toute sensibilité à la vérité. Et puis, il y a aussi cette notion d'arbitraire où on va avoir, et ça c'est un moment qui est intéressant, où on se rend compte finalement que les décisions sont prises par des professionnels de la prise de décision qui sont mal informés, qui n'ont pas les bonnes informations. Donc, s'ils ne prennent pas des mauvaises décisions en tant que telles, si les décisions sont mauvaises, c'est que d'une part, ils n'ont aucune idée des conséquences que ça va avoir, ils n'ont pas toutes les bonnes informations, et puis les impacts vont être pour le coup sur des millions de gens. Donc ça, c'est dans le cas de Tchernobyl, c'est déjà le fait de reconnaître qu'il y a une explosion. Il faut 3 jours pour que tout en haut, Mikhail Gorbatchev soit informé que le réacteur a explosé. C'est vraiment un refus d'admettre ça, alors une évidence folle. Le fait d'évacuer la population, de sécuriser le site, et même, et ça c'est peut-être encore plus fort, et ça on retrouve souvent ça dans les entreprises, le fait de ne pas reconnaître un défaut dans la façon dont on a fait, dans la conception, et du coup de ne pas en tirer les conséquences pour apprendre pour que ça ne se reproduise pas. Ça peut aller jusque-là, et on imagine bien que pousser à l'extrême, ça peut amener à de graves conséquences. Donc cet écart, finalement, entre la réalité et le visage qu'on veut se donner, voilà, la Russie, c'est une puissance nucléaire qui maîtrise et qui a toute la technologie. Et bien, au final, ça a créé un écart insoutenable qui a amené à cette catastrophe. Je regarde un peu le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce que proposent notamment les agilistes, et au-delà des agilistes, un certain nombre de personnes pour essayer de transformer l'entreprise, pour avoir finalement créé des écosystèmes dans lesquels on ne retrouve pas ces écueils-là. Il y a beaucoup de littérature, hein, il y a vous prenez Isaac Gates, ah ouais, c'est assez magique. Du coup, on ne voit pas du tout. On vaut mieux, j'ai bien fait de les intégrer à la présentation. Quand vous lisez Liberté et compagnie, ce qu'il fait, c'est qu'il vous raconte des histoires d'entreprise. Il vous raconte comment ça s'est passé dans différentes entreprises, comment on a pu mettre en place de l'évaluation, comment finalement, par moment, un patron a pu rencontrer des employés qui ont su créer un environnement dans lequel ils ont mis en place de la délégation de pouvoir, hein, de la délégation de moyens, de la délégation d'initiatives dans les entreprises. Vous avez aussi un superbe livre, Les employés d'abord, les clients ensuite, qui montre ce renversement de pyramide-là dans une entreprise, mais là encore, c'est à l'initiative d'un patron qui est plutôt éclairé et qui a envie de tester de nouvelles choses. Donc, vous allez rencontrer aussi la Favi, vous allez pouvoir rencontrer Chronoflex. Enfin, tout ça pour dire que ce n'est pas une utopie, parce qu'une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est tout l'intérêt finalement de cette documentation, de cette littérature, de ces études qui sont faites par Isaac Gates et puis tous les autres acteurs autour du mouvement de la libération d'entreprise, c'est justement de documenter et de montrer que ce sont des choses visibles, des choses réelles qui se sont réellement passées. Parce que de dire à quelqu'un on va inverser la pyramide, ça va forcément bloquer. Il vaut mieux représenter la pyramide d'une autre façon, la transformer, l'adapter, la changer, mais se dire on va inverser la pyramide, c'est un schéma qui est complètement différent. Alors, si on veut se donner une image, on va dire que la pyramide que l'on connaît, qui est plus classique, elle va relever de la pensée de l'araignée. L'araignée, elle a ceci de particulier, c'est qu'elle a une tête au centre et puis des pattes autour. Et du coup, voilà, il y a vraiment un système central qui est important. Et ensuite, toutes les pattes sont à disposition pour avancer. Et du coup, si vous enlevez une patte ou si vous perdez une patte ou si elle est moins grande, ce n'est pas très grave, l'araignée, elle va pouvoir continuer à avancer. Elle n'a pas perdu la tête. Par contre, si elle perd la tête, si vous coupez le haut de la pyramide, vous avez tué l'araignée. Donc ça, c'est le modèle hiérarchique plus traditionnel. Et la proposition, c'est d'essayer d'imaginer, et c'est encore l'idée, c'est d'avoir une métaphore, c'est de passer de l'araignée à l'étoile de mer. L'étoile de mer ayant à peu près la même forme,
mais ayant la spécificité qu'on va retrouver dans toutes ces parties les éléments qui vont permettre de recréer l'étoile de mer s'il se retrouve séparé de ce corps. C'est-à-dire que si vous coupez une patte, un bout d'une étoile de mer, eh bien, elle va se recomposer avec le temps. Vous n'arriverez pas à la tuer, elle va au final se multiplier. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant et d'avoir en tête finalement ces deux modèles, le modèle de l'araignée et le modèle de l'étoile de mer. Alors, encore une fois, ce que je dis là, c'est pour répondre à une problématique. C'est qu'est-ce qui se passe quand mon entreprise, quand mon groupe, quand mon organisation dépasse une certaine taille. Comment on va arriver à avancer? Merci pour le temps. C'est un clin d'œil, effectivement. Je vois une question sur la couleur opale. Effectivement, j'ai aussi le Reinventing Organizations qui est juste à côté de moi, qui est fondamental. Je vais vous raconter une petite histoire qui se passe dans un autre domaine. Qu'est-ce qui se passe quand une idée, finalement, rencontre un succès et est démocratisée par les personnes? Et on peut vraiment tirer des leçons de ce qui se passe pour le bio. On voit de ces dernières années, ces 10 dernières années, vous retrouvez dans tous les supermarchés, dans l'alimentation, des produits qui sont étiquetés biologiques, qui sont certifiés biologiques même. Et pourtant, on pourrait se poser pas mal de questions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces éléments-là? Alors, je vais vous juste positionner l'idée du bio. Donc, ça émerge dans les années 30. Et l'idée principale, et ça rejoint un peu ce que disait Gilles Boeuf encore tout à l'heure, c'est comment on fait pour préserver et conserver la qualité de nos sols et toute la diversité qu'il y a dans nos sols. Vous imaginez, c'est une idée de fou, quoi. Il faut savoir que ça résiste aussi parce qu'après, dans les années 30, il y a la guerre, beaucoup de chimie qui se met en place, et il y a ce refus de la chimie, parce que la chimie est la plus honteux à un dieu qui est la guerre. On met en place un certain nombre de choses en Europe pour que la guerre ne revienne pas. Donc la guerre, elle va se passer finalement dans nos sols et dans le fait d'utiliser tout ce que l'on a appris en chimie pour l'implanter dans tout ce qui va être agroalimentaire. Donc, le mouvement bio, c'est un mouvement de refus par rapport à ça, et dans l'idée vraiment de préserver et de conserver la diversité des sols. Seulement, voilà le problème. Dans les années 90, l'Union européenne se dit ce serait bien d'encadrer un petit peu tout ça et de définir qu'est-ce qui est bio de ce qui n'est pas pour pouvoir informer le consommateur. Et en soi, c'est plutôt une très bonne idée. Cependant, il se trouve que la qualité des sols, la diversité, etc., ce ne sont pas des choses qui sont mesurables et quantifiables. Donc, on ne va pas pouvoir établir justement une norme autour de ça et on va plutôt sortir un cahier des charges qui dit voilà la façon dont vous devez travailler pour pouvoir obtenir la certification biologique, pour pouvoir mettre cette petite étiquette qui va vous permettre de vendre votre produit et de dire que c'est bio, c'est de cette façon-là. Donc, on définit un cahier des charges, et comme tout cahier des charges, qui essaie comment dire, d'être le résultat et d'obtenir un consensus de plusieurs parties qui ont des intérêts qui peuvent être un petit peu divergents, on se retrouve avec un dénominateur commun qui est assez réduit par rapport à l'intention initiale que l'on avait au début. Donc ça, c'est la démarche de l'Union européenne qui aboutit à ce que l'on a aujourd'hui avec des produits bio qui viennent de partout dans le monde, mais dont on n'a aucune idée si oui ou non, ils sont toujours orientés et alignés avec l'intention initiale qui était de préserver et de conserver les sols. Dans les années 90, on a aussi un paysan, un agriculteur, qui est désespéré de voir que justement que dans sa ferme à lui, tous les sols se foutent le camp, dès qu'il y a de l'eau, tout se barre, qu'il est obligé chaque année de réentretenir, de labourer et que ça ne fonctionne pas. Et il est vraiment désespéré, il essaie de changer. Et il découvre quelque chose d'assez fascinant, c'est d'arrêter de labourer et de semer directement les plantes qu'il souhaite avoir et qu'il souhaite cultiver. Et il se rend compte, année après année,
que par un miracle, c'est fou, que le simple fait d'arrêter de labourer, eh bien finalement, bah, ces sols résistent mieux, ils sont plus aptes à capter l'eau, à la stocker, à la garder, donc finalement, il n'y a plus besoin de les alimenter. Du coup, il continue dans sa démarche et il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe si je m'intéresse justement à mes différentes plantes, quand est-ce qu'il faut que je les mette, quelle rotation je peux faire. Donc, il va vraiment se cultiver, s'intéresser, se renseigner et jusqu'à arriver finalement à trouver une organisation qui lui est propre, qui est propre à son environnement et qui lui permet finalement de supprimer tout intrant, toute chimie de son écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lui, est super parce que d'un côté, sa connaissance lui a permis de retrouver les rendements qu'il avait avant. Il a des sols qui sont de bien meilleure qualité. Et puis, il a des coûts de production qui sont en baisse parce qu'il n'a plus besoin d'acheter tous ces produits chimiques qu'il était obligé avant d'épandre dans ses champs. Bon, très bien. Et puis, il continue comme ça. Et en fait, ce qu'il garde en esprit à tout moment, c'est son objectif. C'est quoi ses objectifs? C'est attention à mon carbone, attention à l'eau, je veux de la biodiversité, je veux une qualité nutritionnelle, et pourquoi pas du bonheur à la ferme. C'est assez magique, hein, c'est une bonne idée. Et bien, comme quoi, finalement, dans cette démarche-là, il a été guidé par un certain nombre de valeurs, par un objectif. Il a acquis les connaissances qui étaient nécessaires. Et au final, le final de cette histoire, c'est qu'il obtient l'agrément bio, non pas parce qu'il a respecté un cahier des charges initial, mais bien parce qu'il a poursuivi les idées du bio. Et ça aurait été quand même triste à la fin qu'ils n'obtiennent pas cette certification. Mais cette certification, elle vient finalement comme un effet collatéral qui est positif parce que ça permet de valoriser sa production auprès du grand public, mais ce n'était pas l'objectif souhaité. OK? Donc, moi, quand je suis tombé sur cette petite histoire qui a été racontée sur France Inter, moi, ça m'a parlé. Je ne sais pas si ça vous inspire. Si ça vous inspire quelque chose, je vous invite à le partager dans le chat. Mais en tout cas, c'est bien, on voit bien qu'il y a deux approches qui sont possibles par rapport à une idée qui rencontre un succès, qui se démocratise. Bon, il y a une approche, effectivement, on va définir un cadre, un cahier des charges, un certain nombre de choses, où on a des démarches qui sont plus individuelles, plus contextuelles, plus locales, et qui permettent d'avancer et d'obtenir des résultats qui peuvent être meilleurs. Alors, on arrive à un moment où j'essaie quand même d'apporter quelques idées par rapport à ça, repositionner les différents éléments, ça prend du temps parce qu'il y a quand même beaucoup d'acquis. La communauté a essayé beaucoup de choses. En France, depuis 2010, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et il me reste 13 minutes. Parfait. Et on a des moments qui sont propices à transformer les choses. C'est vraiment, je crois qu'on l'a tous traversé, ce moment de crise, c'est une vraie opportunité ça crée de la liberté et ça permet à ceux, comme personne ne sait faire, comme il n'y a pas de procédure, comme il n'y a pas de règles, comme on n'a plus de repères, finalement, on va autoriser des personnes à tenter des choses. Et là, j'ai en tête un certain nombre d'initiatives. Je suis tombé hier sur une initiative nantaise où ils ont développé de zéro un respirateur artificiel pour une aide à la respiration. Ça s'appelle Make Faire. Et ils sont partis de zéro, ils ont créé quelque chose et aujourd'hui, ils en font livrer une centaine en Inde pour aider ce pays-là. Un truc assez hallucinant. Donc voilà, le moment de crise, ça crée une libération qui fait que comme personne ne sait faire, alors on peut tenter de nouvelles choses. Cependant, on rêve tous d'un monde nouveau. Il y a des chansons autour de ça. Hein. Un autre monde, le nouveau monde, etc. Seulement, on a été averti, hein, ça fait quelques années aussi, que Marc Lévy, il essaye de nous expliquer qu'on est dans un moment de bifurcation, que du coup, le changement, il y a des perturbations et qu'on a le choix entre soit essayer de continuer à faire la même chose, soit entrer dans du déni et revenir en arrière, soit essayer de créer quelque chose de nouveau.
mais ça, il n'y a rien d'automatique là-dedans. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour pouvoir y arriver et essayer d'arriver à se projeter. Alors, je vais essayer dans les 10 dernières minutes de proposer justement quelques axes pour rendre visibles les choses. Les choses se transforment quand on observe un peu différentes histoires. En tout cas, c'est ce que je crois, quand on arrive à les rendre visibles, à les partager et à les rendre tangibles. Tant qu'on est dans les visibles, il n'y a pas de problème. Le réacteur de Tchernobyl a explosé. La population n'a pas été avertie. Qu'est-ce qu'a fait la population? Elle est allée sur le pont où on avait la meilleure vue sur la centrale pour observer justement ce qui se passait. Le seul problème, c'est que l'ennemi était invisible. Et c'est bien une problématique, c'est comment on fait pour contrer un ennemi qui est invisible. Donc, je reviens à ça, mon idée, c'est de parler autour d'un groupe, de la conscience collective, et bien prendre en tête que c'est une entité, un groupe. Ce n'est pas une somme d'individus, c'est vraiment une entité. Si on va se définir un groupe comme une entité. Et il y a deux choses qui vont être importantes au-delà de la taille de l'entité. On voit bien que plus le groupe est important, plus il y aura de l'inertie pour apporter du changement. Donc, on va essayer finalement d'essayer de réduire cette taille-là. Et ce n'est pas forcément évident. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin finalement de créer de l'adhésion. On veut proposer quelque chose de nouveau. Donc, l'idée, ce n'est pas d'aller contre les personnes, mais c'est bien de proposer quelque chose qui va mobiliser les personnes et créer de l'adhésion petit à petit. Ça peut être délicat et ce n'est pas forcément évident. Plus le groupe est gros, plus il y aura de la résistance proportionnellement. Et en même temps, il y aura aussi plus de chances de trouver des innovateurs, des personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Et pour guider tout ça, c'est la raison d'être qui va permettre d'avancer et de créer de l'adhésion et de raconter des histoires qui vont permettre justement de voir que dans notre contexte, cette idée-là, elle apporte quelque chose. Et petit à petit, l'idée va faire son chemin. Et si elle est bonne, si elle apporte vraiment des choses positives au groupe, alors effectivement, l'adhésion va augmenter et l'idée va être adoptée par le groupe. Et puis l'autre idée derrière, donc ça c'est la question de l'adhésion, l'autre question au niveau du groupe, c'est quelle est sa maturité, dans quel état aussi, quel est son passé, d'où est-ce qu'on vient. Est-ce qu'on est dans une phase où tout est super, notre équipe elle fonctionne bien et du coup on a une super capacité à absorber les imprévus parce qu'on fonctionne déjà bien, on a appris à se connaître, on sait ce qu'on fait, donc on va être assez peu touché par des changements. Ou alors au contraire, est-ce que c'est une équipe qui on n'a jamais vraiment appris à fonctionner ensemble, qui produit des choses, hein, mais voilà, on n'essaye pas de travailler autour de ça. Et du coup, dès qu'un aléa va survenir, eh bien, on va avoir une problématique et puis ça va augmenter les dysfonctionnements. Donc, c'est les deux questions qu'il y a autour du groupe, du collectif, c'est de se poser la question de l'adhésion et se poser la question également de la maturité. Comme je disais, la problématique, c'est sur la taille du groupe. Et je parlais tout à l'heure de penser araignée ou de penser étoile de mer, diviser un groupe en plusieurs éléments. Si je suis dans la pensée de justement araignée, on va définir des silos, on va attribuer des personnes à des silos et on va cloisonner. Donc, c'est un peu ce qu'on fait dans chacune des pattes. On va avoir cette réponse-là. Et la question derrière, c'est comment on fait pour apporter une réponse qui soit de type étoile de mer. Et pour ça, j'ai eu cette image-là à un moment donné. On parle de pyramide. Alors, l'inverser, j'ai dit que c'était compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de la diviser. Et cette vision fractale, finalement, ça pose des bases à des réflexions qui peuvent être assez intéressantes. Parce que si vous faites l'exercice de vous dessiner un triangle, après, à l'intérieur, vous dessinez un triangle inversé. Donc là, vous avez découpé en un élément principal, en 4 éléments qui sont de la même forme. Et puis, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois. Et du coup, vous pouvez aller à différents niveaux. Donc, vous êtes en train de créer finalement, avec cette pensée, cette représentation fractale, vous êtes en train de découper votre pyramide, mais d'une façon un petit peu différente, avec une superposition de niveaux qui inclut les uns et les autres. Et qu'est-ce que ça permet de faire?
là, on va retrouver des principes qui ont été très utilisés dans l'holacratie et qui permettent de définir. Alors, eux, ils parlent plus de cercles, hein. On est d'accord parce qu'ils sont beaucoup dans la coopération. Là, l'idée, c'est de retrouver finalement à chaque niveau des éléments avec des rôles, avec des activités, avec des rendez-vous, avec des personnes qui ne sont pas forcément limitées à leur action dans cette entité-là, mais qui, quand ils y sont, ils ont un rôle qui est bien défini et ils savent ce qu'ils font là. C'est-à-dire que dans chacune des entités, on va retrouver une raison d'être, enfin une raison d'être ensemble. Qu'est-ce qui fait que cette entité existe et qu'est-ce qui fait que moi j'y appartiens et que j'y contribue? Quelles sont les activités que l'on fait dessus? Quel est le périmètre, le domaine sur lequel je suis autorisé à travailler quand je suis dans cette entité-là? Et encore une fois, je suis libre d'aller d'une entité à une autre. Donc, c'est vraiment la représentation fractale, elle permet justement de se voir, d'arriver à représenter, de créer quelque chose qui va être partageable. Le chou romanesco, exactement. Autre chose, ce que ça va me permettre de voir aussi, c'est quelle est ma zone d'action. Comme je disais, c'est la rencontre entre un patron et des salariés qui vont ensemble construire quelque chose. Le patron tout seul ne peut rien, les salariés tout seuls ne peuvent rien. Donc, c'est quelle est la zone? Donc, si je regarde sur la partie de gauche, c'est dans mon département, est-ce que je peux faire quelque chose? Dans mon organisation globale, est-ce que je peux faire quelque chose? Dans mon équipe, est-ce que sur moi, tout simplement, je peux faire quelque chose? Donc, on retrouve aussi ces différentes dimensions. Et puis, donc, une fois qu'on a défini et qu'on est OK sur la zone d'action sur laquelle on peut toucher un petit peu à l'organisation, eh bien, on peut aussi voir à côté, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits, d'autres zones où il y a des gens qui tentent un petit peu les mêmes actions, qui partagent les mêmes valeurs et qui n'ont pas forcément le même contexte, mais avec lesquels je peux m'interconnecter. Et ça peut même dépasser, typiquement une communauté agile, ça dépasse le cadre de l'entreprise. Et on a des personnes qui ont une communauté d'esprit, une communauté de valeurs, qui essaient de partager leurs expériences, leurs idées, les choses qu'ils ont pu faire. Et puis, évidemment, en orange, j'ai représenté des zones où ce n'est pas la peine d'y aller. Ne vous cramez pas là-dedans. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore prêt ou ce n'est pas le lieu. Donc, un élément qui peut essayer de vous permettre de représenter et de partager les choses. Bon, je passe très vite sur cet élément-là parce que j'ai rencontré des contextes dans lesquels ils ont essayé de mettre en place du matriciel avec 2 dimensions. Et au final, j'ai quand même l'impression que ça apporte plus de perturbations et d'éléments, d'aide à l'organisation. Finalement, l'idée de faire du matriciel ne semble pas apporter toute la clarté, toute la sérénité qui est nécessaire. Alors ça, c'est un dessin qui est inspiré d'Étienne Appert, qui a illustré le livre de Vinette Nayar et puis pas mal de livres aussi autour de ça. Par contre, ce qu'on peut garder autour de tout ça, c'est de se dire, effectivement, j'ai fait des pyramides, hein, j'ai fait des belles pyramides, mais peut-être que des fois, on peut s'autoriser à se dire que ma pyramide, ce ne sera pas une pyramide au sens où c'est hiérarchique, mais on va plutôt privilégier sur ce domaine-là, sur ces activités-là, pour cette équipe, du collaboratif. Donc là encore, on peut amener de la nuance. On peut avoir dans une organisation des éléments structurels qui sont très directifs, comme à d'autres endroits des éléments qui sont très collaboratifs. Et ces éléments-là peuvent très bien cohabiter et interagir les uns avec les autres. Voire une personne peut très bien contribuer à un environnement très collaboratif d'un côté et très directif de l'autre. Ce qui est important, c'est que ce soit explicite et que quand j'arrive dans un endroit, qu'on sache quel est mon rôle, quelle est mon activité et que tout soit clair pour tout le monde, d'avoir un cadre qui soit partagé et défini avec l'ensemble. Et j'en termine sur un dernier point. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette image. L'idée, c'est de terminer sur une petite note visuelle. Est-ce que ça vous parle? J'en profite pour boire un coup. D'après vous, que représente cette image?
c'était juste pour boire un coup. Super question que tu nous poses là. Alors, c'est un petit retour à la mythologie. Ici, ce qui est illustré, c'est l'enlèvement de Perséphone. Donc, c'est la fille de Déméter. C'est l'enlèvement de Perséphone par le dieu des enfers. Il faut savoir que derrière ce mythe de l'enlèvement de Perséphone, il y a derrière toute une histoire qui, Perséphone, c'est la fille de Déméter. Déméter, c'est celle qui s'occupe des saisons, enfin, justement, pas des saisons, mais de la fertilité des sols. Et sa mère n'est pas au courant qu'elle a été enlevée par le dieu des enfers. Et quand elle l'apprend, elle est en colère, elle fait la grève. Du coup, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Donc, c'est un petit peu compliqué. La vie n'est plus possible. Cependant, il va y avoir un deal. À partir du moment où on l'apprend, Perséphone, du coup, est autorisé à revenir 6 mois dans le monde des vivants et passe 6 mois dans le monde des enfers. Du coup, ça crée un rythme. Et on retrouve, c'est à l'origine des saisons où c'est l'hiver, où la nature se repose, se ressource. Et puis, des saisons, le printemps, l'été, où la nature est abondante et produit un certain nombre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental quand on parle de transformation et de changement, c'est d'essayer de ressortir aussi un petit peu de notre vision assez occidentale d'un temps linéaire qui continue. Vous avez peut-être vécu dans un monde où, dans cette période, des moments où finalement les journées se ressemblaient beaucoup, se répétaient. Une urgence en remplaçait une autre, et finalement, on est dans l'opérationnel, on est uniquement là-dedans, et on ne prend plus le temps, finalement, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour, est-ce qu'on est toujours en train de faire la bonne chose. Ok, je suis actif, hein, je fais 10 heures par jour, 6 jours par semaine, il n'y a pas de souci, je suis là, je suis présent, je réponds à tous mes mails, etc., à toutes les sollicitations, mais à quel moment on se pose la question, est-ce qu'on travaille de la bonne façon et est-ce qu'on répond aux enjeux stratégiques qui sont autour de nous? Et ça, c'est intéressant d'essayer de diversifier, de créer un rythme et de sortir un petit peu de l'opérationnel du chronos, qui est important, et aussi d'ajouter, et ça, vous retrouvez ces éléments-là dans l'holacratie également, des temps de gouvernance, où on va se dire, voilà, on est dans ce fameux cycle. Dans quel moment du cycle on est? Est-ce qu'on tente de nouvelles choses ou est-ce qu'au contraire, on devrait faire en sorte de se préserver un petit peu pour pouvoir être complètement réactif au moment où il le faudra? Donc, c'est une autre version du temps, c'est Aion, donc c'est cette notion de gouvernance. Et puis aussi, la notion stratégique, Kéros, qui représente ça, c'est un temps, un rythme qui est adapté à l'organisation. Qu'est-ce qu'on va faire c'est quoi les enjeux stratégiques? Alors, stratégique, c'est encore un mot assez valise, mais c'est bien de se dire qu'on prend une décision et on sait qu'il y aura un avant et un après. C'est grâce à tout ce que l'on va faire, on va avoir un vrai impact qui va amener un vrai changement. Donc, il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est une décision stratégique. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc voilà, essayer de se donner d'autres représentations du temps qui nous permettent d'avancer. Voilà, je termine là-dessus, sur l'idée que finalement, moi, ce qui m'anime, en tout cas, quand j'interviens ou quand je suis acteur moi-même dans une équipe agile, c'est d'essayer de construire. Alors, je préfère les cercles aux pyramides, mais il se trouve que l'entreprise fonctionne beaucoup en pyramide et puis qu'on a ce moteur intérieur, même moi, et de créer finalement ce cadre performant et de faire en sorte que les histoires auxquelles on contribue se fédèrent finalement, chacun contribue avec son histoire à une aventure qui est plus globale. Voilà, je vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup à toi, Julien Fallet, pour cette conférence.